Aujourd'hui, on se penche sur un choc des titans. D'un côté, les lois d'une seule nation. De l'autre, les règles qui sont censées gouverner le monde entier. Et c'est un scénario qui nous force à nous interroger sur les fondations mêmes de la paix internationale. Alors, pour commencer, imaginez la scène. On est le 3 janvier 2026. Une unité des forces Delta américaines débarque au Venezuela, entre dans le palais présidentiel et arrête le président en exercice. C'est un scénario fictif, bien sûr, mais il pose parfaitement le problème. Forcément, la question qui se pose tout de suite est simple. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que ce n'est pas une violation pure et simple des principes sur lesquels tout notre ordre mondial est construit? C'est vraiment le cœur du dilemme qu'on va démêler ensemble. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut revenir aux bases. Et la base de tout, en matière de relations internationales, c'est un principe essentiel, la souveraineté. Il faut se remettre dans le contexte de l'après-guerre. On sort d'un conflit mondial dévastateur, et l'idée c'est plus jamais ça. C'est pour cette raison que les Nations Unies voient le jour en 1945, avec une mission claire, créer un système qui garantit la paix et la sécurité pour tous. Et l'idée maîtresse de ce système, c'est la souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est assez simple. Chaque pays est maître chez lui, personne de l'extérieur n'a le droit de s'ingérer dans ses affaires. C'est vraiment la pierre angulaire de la coexistence pacifique entre les nations. Et attention, ce n'est pas juste une belle idée en l'air, c'est écrit noir sur blanc dans la Charte des Nations Unies. Cette citation, elle est limpide. Il est formellement interdit de menacer ou d'utiliser la force contre un autre État. C'est la règle du jeu. Bon, si la règle est si claire, comment peut-on justifier une action aussi radicale que l'arrestation d'un président? C'est là que ça devient intéressant. On se transporte au Conseil de sécurité de l'ONU, et là, deux visions du monde s'affrontent violemment. D'un côté, on a le Venezuela qui crie au scandale. Pour eux, c'est un acte de néocolonialisme, un prétexte pour faire main basse sur leurs ressources pétrolières. De l'autre, les États-Unis ont une réponse surprenante. Ils disent « Non, ça n'a rien à voir avec le droit international. Nous, on applique simplement notre loi nationale contre un trafiquant de drogue présumé. » Le concept juridique qui se cache derrière cette position américaine, c'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité. En gros, c'est l'idée que les lois d'un pays peuvent s'appliquer partout dans le monde. On imagine bien que cette pratique entre souvent en collision directe avec le principe de souveraineté. Et face à ce bras de fer, que disent les autres grandes puissances? Au Conseil de sécurité, des membres importants comme la Chine et la France rappellent tout le monde à l'ordre. Leur message est clair, les conflits ça se règle par le dialogue et le droit, pas par la force. C'est un soutien très net au système mis en place par l'ONU. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce scénario de 2026, même s'il est imaginaire, ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit en fait dans une très longue histoire de la politique étrangère américaine. Cette frise chronologique, elle est très parlante. Tout commence au 19e siècle avec la doctrine Monroe qui considère en gros le continent américain comme la zone d'influence exclusive des États-Unis. On avance jusqu'aux années 60 et pendant la crise des missiles de Cuba, c'est cette même doctrine qui est invoquée. Notre scénario vénézuélien s'inscrit donc dans une certaine continuité. Le point crucial à retenir ici, c'est ce fil rouge. D'un côté, il y a la doctrine stratégique d'une grande puissance, ses intérêts nationaux, et de l'autre, les principes du droit international qui prônent l'égalité et la souveraineté de tous les États. Et ces deux logiques sont en tension constante. Alors, face à cette tension permanente, comment s'en sortir? Est-on condamné à la loi du plus fort? Eh bien, l'analyse sur laquelle on s'appuie aujourd'hui propose une conclusion très claire. Cette citation résume parfaitement l'idée. Malgré les jeux de puissance et les intérêts de chacun, la seule référence commune que tout le monde accepte, c'est le droit international. C'est le seul socle qu'on a pour tenter de construire une paix qui soit juste et durable pour tous. La conclusion est donc sans appel. Pour éviter le chaos et la loi de la jungle, il n'y a qu'un seul chemin, le respect mutuel, garanti par des règles communes. Le respect de la souveraineté n'est pas une option, c'est la condition indispensable à la sécurité mondiale. Et tout ceci nous laisse avec une question fondamentale. Quand les intérêts d'une nation entrent en collision avec les règles internationaux, que fait-on? Comment s'assurer que le droit reste la boussole collective? C'est peut-être le plus grand défi de notre époque.